Mesdames et messieurs, par cette déclaration solennelle, je veux aujourd'hui adresser un message aux Français sur la situation en Ukraine. Une nouvelle fois, le spectre de la guerre se fait jour aux portes de l'Europe. La reconnaissance par la Fédération de Russie des républiques autoproclamées séparatistes de Donetsk et de Lugansk, ainsi que l'envoi de troupes dites de maintien de la paix dans l'est du pays constitue un acte d'agression inédit à l'égard de l'Ukraine, pays allié et ami. À toute heure, désormais, nous pouvons nous attendre à une possible invasion de la République ukrainienne par la Russie dans le but de sanctuariser sa présence. Il ne s'agit pas seulement de la rupture des engagements internationaux durement consentis à Minsk, il s'agit aussi d'une négation pure et simple du principe de souveraineté et la porte ouverte à toutes les agressions territoriales qui ne manqueront pas de survenir par la suite. Cette remise en cause d'une exceptionnelle gravité de la sécurité de notre continent ne doit donc pas rester sans réponse. Les conséquences de cette agression ne sont pas seulement politiques. Il faudra bien sûr s'attendre à une augmentation importante des prix de l'énergie qui frapperont directement au portefeuille des Européens, des Français, et qui mettront en difficulté les classes moyennes et populaires et qui ralentiront sans doute notre activité économique. Alors, dans ces temps troublés, je veux dire le nécessaire sentiment d'unité nationale et européenne qui doit nous animer. Je ne manquerai pas, bien sûr, de faire savoir mes divergences avec le président Macron, mais je veux toutefois dire ici que lorsque l'essentiel est en jeu, notre pays doit faire face, armé de l'unité des femmes et des hommes d'État qui connaissent les contraintes de l'exercice du pouvoir et qui savent se mettre à la hauteur et de la gravité du moment. L'agression commise par la Fédération de Russie doit être analysée pour ce qu'elle est. C'est le dernier acte d'un nationalisme de puissance. Des manifestations de la place Maïdan de 2014 à l'agression territoriale de 2022 se déroule un inexorable mouvement dont on pouvait malheureusement prévoir le dénouement. L'annexion inacceptable de la Crimée en mars 2014, l'absence du respect des accords de Minsk laissait entrevoir l'objectif du président Poutine, celui d'une intégration pure et simple par la violence des régions du Donbass et dans la Fédération de Russie. Ce conflit a déjà fait près de 13 000 morts et 1 million de déplacés. Et j'ai une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes victimes de cette guerre d'ingérence et d'usure. Au cœur des vues du président Poutine réside l'idée, réaffirmée lundi à la presse, de l'inexistence historique de l'Ukraine, qui ne serait qu'une province créée artificiellement que la Russie soviétique en la départissant de son territoire. Ce raisonnement sans fin, historiquement biaisé, ne peut que mener à d'autres annexions, si l'on se réfère à la carte des conquêtes de l'Empire russe, qui se sont étendues, souvenons-nous, jusqu'à la Finlande, intégrée à l'Empire de Russie en 1809, ou l'Alaska vendu aux États-Unis en 1867. Je ne méconnais pas, bien sûr, la situation qui a prévalu à la guerre froide, à la fin de la guerre froide. Des opportunités ont sans doute été ratées. À la vision du président Mitterrand qui souhaitait inclure la Russie dans une confédération européenne, s'est opposée celle des Américains et de l'OTAN, qui est demeurée à peu de choses près, la structure conçue pour faire face au pacte de Varsovie, pourtant dissous. Le refus américain de proposer de nouveaux formats d'intégration pour cette autre Europe n'a pas permis alors de trouver cette organisation commune et permanente d'échange qui aurait pourtant été nécessaire pour la paix, la sécurité souhaitée à l'époque par le président Mitterrand. Toutefois, et je le dis avec force, toutes les explications du monde ne peuvent, quoi qu'il en soit, justifier l'injustifiable et expliquer l'inexplicable. Légitimement instruit par le comportement du président russe, ressuscitant
la doctrine Brejnev de la souveraineté limitée, usant de tous les moyens, y compris numériques, pour imposer ses vues, il n'est pas étonnant que les peuples agressés se retournent vers l'Ouest et l'OTAN pour protéger leur indépendance. J'observe avec la plus grande des inquiétudes dans notre pays, et je le regrette, de l'extrême droite à l'extrême gauche, des responsables politiques qui trouvent en toutes circonstances des excuses à Vladimir Poutine. L'extrême droite française, de concert avec Jean-Luc Mélenchon, oubliant de condamner l'agression de Poutine, se relaie pour dénoncer la prétendue atteinte de l'OTAN à la sécurité russe. Personne ne peut sérieusement soutenir que les pays d'Europe centrale, avec les Occidentaux, nourrissent un quelconque projet d'agression envers la Russie, que nous respectons. Chacun comprend au contraire qu'ils veulent d'abord sauvegarder leur autonomie. Le Pen, Zemmour, Mélenchon renversent les rôles et se font les complices des nationalistes agressifs et des impérialistes. Il faut dénoncer ces discours qui n'ont que pour but de transformer les agresseurs en agressés. Ces derniers, d'ailleurs, ont eu l'audace de se réclamer du gaulo-mitterrandisme. La France n'a jamais été un pays non aligné, comme l'Inde ou l'Afrique du Sud. Ni le général de Gaulle, ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac n'ont démenti notre appartenance à l'Alliance atlantique qu'ils ont contribué à renforcer, ce qui ne les a jamais empêchés d'exprimer cette voix singulière, celle de la France, dans le concert international des nations. Le destin d'une grande nation comme la nôtre n'est pas de se taire face à l'impérialisme, quel qu'il soit. Si l'Europe est aujourd'hui en danger, c'est parce qu'elle n'a pas montré de la force non plus depuis le début de ce conflit. Vladimir Poutine estime avec constance que les pays européens ne sont pas capables d'autonomie stratégique à l'égard des États-Unis. La facilité de l'intervention russe en Ukraine prend donc appui, c'est vrai, sur nos faiblesses. Qu'ont dit les Européens sur l'absence de respect des accords de Minsk, y compris sur l'autonomie du Donbass? Qu'ont-ils fait au moment du retrait de Washington du traité des forces nucléaires intermédiaires en février 2019 sous Trump, mettant directement en cause notre sécurité? Rien ou si peu. Les discours du président Macron n'ont été qu'une succession de mises en scène et n'ont fait qu'affaiblir la crédibilité de sa parole. Emmanuel Macron ne peut aujourd'hui se satisfaire d'aucune avancée concrète, malheureusement, dans la construction européenne. Que dire enfin de l'étonnant maintien de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pendant la période électorale, quand il était possible de la différer d'un an en raison de la tenue des élections présidentielles et législatives dans notre pays. Il est plus que jamais temps de solidifier une politique européenne de sécurité et de défense, mettant et prenant appui sur un mécanisme de coordination et de décision commune. C'est dans la crise que l'Europe se construit. Présidente de la République, je prendrai une initiative dès avril prochain en ce sens. Je suis bien sûr favorable aux premières sanctions européennes en cours d'adoption. L'unité de l'Europe est fondamentale. Toutefois, nous le savons, ces sanctions ne seront pas suffisantes et ne peuvent être qu'un préalable à un dialogue politique approfondi entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, car cette crise risque de durer. Il faut enfin, je le fais ici, réaffirmer le multilatéralisme que la France doit défendre et le rôle central, évidemment, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je veux enfin souligner que le cœur de cette crise, et cela n'est qu'imparfaitement rappelé dans les commentaires, réside dans la question énergétique et climatique. Les nationalismes de puissance et les revendications territoriales cachent bien souvent des objectifs inavoués qui relèvent du contrôle d'espaces stratégiques. L'Ukraine est la première route de transit des hydrocarbures russes vers l'Europe. La Crimée et le Donbass concentrent une partie significative de la production d'hydrocarbures et de minerais.
la plupart des mines ukrainiennes se trouvant à l'est du pays. Vous remarquerez que la première sanction annoncée par l'Allemagne est celle de la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2. Prétendre résoudre le conflit ukrainien ou assurer la sécurité de l'Europe sans diplomatie climatique nous condamne à l'impuissance programmée. L'action climatique internationale sera le premier pilier de ma politique internationale. Et je ne peux que constater le retard pris par le président Macron sur ce sujet. Les engagements internationaux pour le climat n'ont pas été atteints. Le quinquennat a été avant tout un mandat de déclaration et d'injonctions contradictoires. Cependant, le dérèglement climatique et avec lui ces catastrophes qui s'observent sur tous les continents n'attendent pas la résolution de ces contradictions. Ce quinquennat devra donc être celui qui nous permet de contenir la hausse des températures à l'échelle mondiale et en ce sens, la France doit reprendre le leadership dans cette lutte et dans la diplomatie. Je proposerai un sommet Paris+10, 10 ans après le succès de la COP21, pour rehausser les ambitions de tous les partenaires, États, organisations de la société civile, les acteurs de la finance et du secteur privé. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre, car les effets du dérèglement climatique déstabilisent déjà les États, et cette crise ukrainienne en est un des symboles. C'est bien en réduisant notre dépendance énergétique que nous rendrons la paix plus durable. J'aurais enfin un mot pour les Français vivant en Ukraine et dont le rapatriement est en cours. 1 millier de nos compatriotes doivent rentrer sur notre sol, ainsi qu'une école française de près de 350 élèves. Il apparaît que les vols réduits et chers ne permettent pas à l'ensemble des expatriés qui le souhaitent de pouvoir rentrer. L'État doit donc y remédier. Nous allons ensemble, avec les collectivités territoriales, trouver des solutions pour héberger, scolariser et apporter aussi le soutien psychologique nécessaire s'il y a lieu, en particulier aux enfants rapatriés. Que ces derniers soient assurés de tout mon soutien. Mesdames et messieurs, face aux désordres mondiaux, le rôle de la France dans un continent européen troublé est bien celui de défendre, comme le disait Jaurès, la promesse de l'universelle liberté et de l'universelle justice. Cette conviction forte, je veux la partager avec vous aujourd'hui et je forme le vœu que la France, un grand pays dont la parole est entendue et attendue, pèse de tout son poids pour garantir la paix sur notre continent et partout dans le monde. Je le rappelle en conclusion, dans ces temps troublés, l'unité nationale et l'unité européenne doivent nous animer et nous guider, et je serai au rendez-vous de cette responsabilité. Je vous remercie. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 questions si vous le souhaitez. Et je suis accompagnée notamment de mes collègues qui pourront aussi, bien sûr, Hélène Conway, sénatrice, et Jean Jouzel, qui est ici, et aussi Sébastien Vincini, ou encore, je vois, pardon, Boris Vallaud, et Pierre Jouvet. Voilà. Pas de questions ? Si tout est clair. C'est clair. Non ? Comment vous jugez l'action... Quel média, s'il vous plaît, pardon ? LCI, s'il vous plaît. Comment vous jugez l'action du président de la République qui s'est déplacé en Russie ces derniers jours? Est-ce que vous pensez que ça n'a servi à rien? D'abord, il l'a fait, il fallait le faire. Évidemment, je l'ai dit, il faut qu'on soit en responsabilité, rechercher l'unité dans notre pays, rechercher l'unité au niveau européen. Bien sûr qu'il fallait faire ce déplacement. Je constate que, mais c'est un sujet qui remonte au début de ce quinquennat,
qu'en matière d'action diplomatique ou en matière de construction européenne, ce quinquennat d'Emmanuel Macron aura été un quinquennat extrêmement faible, extrêmement fragile, où on a eu une diplomatie de l'image, une diplomatie du pas de deux, d'abord avec Trump, puis de cette volonté de séduire Vladimir Poutine, mais qui ne s'est pas appuyée sur un travail de fond. Je le redis, je pense que le président de la République a agi comme il le fait d'ailleurs sur les affaires intérieures, de façon solitaire, sans s'appuyer, sans cultiver les alliances, sans cultiver par un travail de fond, sans doute beaucoup plus besogneux que ce qui a été fait, ces relations que nous avons avec nos partenaires privilégiés, d'abord en Europe, avec l'Allemagne évidemment et les autres pays européens, avec nos alliés les États-Unis, avec un contexte différent entre Trump et Biden évidemment, mais quand même avec des États-Unis qui sont toujours animés par cette question de America First, des intérêts de l'Amérique d'abord, et dans un contexte géopolitique où entre la Chine et les États-Unis, l'Europe doit peser, la France doit peser dans l'Europe, parce que c'est l'Europe qui doit peser, parce que nous avons un modèle européen, un modèle de démocratie, un modèle de droits humains que nous portons, un modèle dans lequel nous cherchons, même si ça n'est pas toujours possible selon les majorités politiques qui exercent, mais cet équilibre entre le social, l'économie et la question de la transition écologique, ce travail-là a été un travail très largement insuffisant. Très largement insuffisant. Mais aujourd'hui, nous devons être unis parce que les solutions à trouver pour dire, notamment à la Russie et à Vladimir Poutine, que nous n'admettons pas, nous n'acceptons pas le fait qu'on enfreigne de cette façon-là les accords internationaux et le droit international et qu'il y ait ces agressions face à des pays qui ont le droit de s'autodéterminer. C'est quand même cette autodétermination par la démocratie qui fait partie du modèle européen. Et donc tout cela, aujourd'hui, nous le payons, mais nous devons, dans l'unité, dans le travail, accélérer. Cette crise doit aussi permettre d'accélérer ce travail qui est un travail qui doit aboutir à la création de cette Europe de la défense. Parce que si nous reconnaissons, et que nous sommes évidemment les alliés des États-Unis et nous reconnaissons la place de l'OTAN, évidemment, nous devons aussi garantir par l'Europe notre propre sécurité en nous appuyant aussi sur nos propres forces et sur le modèle qui est le nôtre.